Chute Radio, l'expérience sonore du magazine Chute, vous présente tout rôle modèle. Vous écoutez Chute Radio. Chute Radio. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aurore Bizikia, la cofondatrice du magazine Chute, et je suis très heureuse de partager avec vous un nouvel épisode de tout rôle modèle. Ça fait un moment que nous avions cette idée en tête, cette envie même, créer un podcast mettant en avant les femmes de la tech. Nous le pensons comme un prolongement de notre magazine papier, notamment notre premier numéro, intitulé « La femme et l'avenir de la tech », paru en décembre 2019. 2 ans après ce premier numéro militant, nous sommes heureuses de vous partager ce podcast que nous réalisons avec le soutien de Soprasteria, une entreprise de la tech justement, de conseil, de services numériques et d'édition logicielle engagée en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et justement, pour concevoir un monde plus égalitaire, il est essentiel de faire entrer de la mixité dans certains métiers clés. Les métiers d'ingénierie sont eux aussi en haut de la liste, car ils façonnent la société dans laquelle nous vivons. La recherche n'y est pas le seul débouché, la responsabilité sociale y est grande, et l'aventure parfois au rendez-vous. Bonjour, Aline Aubertin. Bonjour. Pour évoquer ce nouveau sujet, nous échangeons avec Aline Aubertin, présidente de l'association Femmes Ingénieurs, dont le but est de promouvoir le métier d'ingénieur auprès des jeunes filles dans les écoles et d'agir en faveur d'une meilleure égalité pour les femmes ingénieures dans le monde du travail. Vous faites partie de ces femmes qui sont devenues ingénieures et qui ont fait des études dans les STEM ou STEAM, en français, pour sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Qu'est-ce qui vous a permis, selon vous, d'aller à l'encontre des stéréotypes de la société et de vous passionner pour les sciences ? Peut-être en quelques mots, parce que je ne savais pas qu'il n'y en avait. Donc du coup, rien n'était fermé et tout me paraissait possible. Je viens d'une famille qui connaît justement pas bien ce monde-là, où il n'y avait que des agriculteurs, des artisans et des commerçants. Donc personne ne pouvait me parler de ce monde de la technique et des sciences. Mais moi, finalement, dès mon plus jeune âge, si je regarde en arrière, il m'a intéressée. Quand j'étais toute petite, je commençais à collectionner dans les magazines des petits articles que je découpais au fil de mes consultations et que je gardais précieusement au cas où j'aurais un exposé à faire. Je viens d'une époque où à l'école, on faisait des exposés. Et bien, à force est de constater que je m'intéressais à beaucoup de choses. J'aimais beaucoup l'histoire, mais j'aimais aussi beaucoup les sciences, d'une manière très large. Et dans mon entourage, personne ne me disait que les sciences, c'était pas pour les filles. Donc, les choses se sont faites assez naturellement, même si dans mes premières classes, au démarrage du secondaire, j'étais assez éclectique et ça m'a pris du temps pour arriver vers les sciences, parce que justement, il n'y avait rien qui m'empêchait d'y aller, mais il n'y avait rien qui me poussait vraiment. Donc, j'aimais en particulier la chimie et la biologie. Et c'est finalement dans cette direction que je suis allée. Quel rôle ont eu vos parents, justement, et votre mère en particulier, dans votre choix d'études au final et dans votre accompagnement ? Vous avez raison de parler de ma mère, puisque les mères sont très importantes dans les choix d'orientation des filles. Ça, c'est étudié par les sociologues. Et la mienne était enseignante. Mes parents étaient fonctionnaires tous les deux. Et justement, quand je disais qu'il n'y avait rien qui me poussait, mais il n'y avait rien qui me retenait, quand même, ma mère avait un vrai goût pour les sciences et un vrai goût pour les mathématiques. Donc, c'est sûr que je n'ai pas du tout baigné dans le stéréotype dans lequel généralement baignent les filles, qui sont qu'on leur fait croire que les mathématiques, elles ne vont pas être douées pour cela et qu'elles ne seront pas performantes. Donc, je n'avais pas du tout ça à la maison. Ce que je savais, c'est que je ferais des études. C'est vrai que si vous regardez les catégories socio-professionnelles dont sont issus les élèves qui font des études supérieures, ils viennent tous, ou pratiquement, je crois que le chiffre exact c'est 69%, de catégories socio-professionnelles favorisées, et où ce sont des enfants d'enseignants, parce que justement, les enseignants connaissent le système d'orientation, savent comment ça marche et ils poussent leurs enfants. Donc, ce qui était clair pour moi, c'est que je ferais des études. Enfin, de toute façon, c'était inenvisageable que je dise à mes parents que je ne ferais pas d'études. Par contre, j'ai mis longtemps à savoir quelles études. Et là, par contre, ils m'ont laissé vraiment le choix. Et chemin faisant, comme tout était possible, j'ai été poussée et je suis finalement arrivée vers les sciences. Pas en ligne droite, c'est pas toujours facile pour les filles de savoir ce qu'elles
ont envie de faire. Et en plus, j'étais une élève plutôt un peu moyenne partout. Donc, j'étais plutôt bonne en français. Et j'ai eu mon bac finalement avec une excellente note en histoire, une excellente note en philosophie. Mais aussi quand même des notes correctes en sciences, sinon je ne serais pas là où je suis. Et j'ai mis longtemps à trouver ma voie. Mais finalement, j'ai un peu réuni les deux. Donc, en fait, si je suis devant vous, c'est aussi parce que j'aime la communication. Donc, j'ai finalement trouvé ma voie qui me permet de rester dans le monde de la technique tout en faisant ni de la recherche. J'ai commencé par ça après mes études d'ingénieur. Et vraiment, je me suis sentie très à l'étroit dans le lieu. Un laboratoire, finalement, c'est clos, c'est assez fermé. Et dans le sujet, puisque quand on fait de la recherche, on devient un hyper spécialiste, un domaine très précis. Donc, moi, je travaillais sur les immunoglobulines G, qui sont des anticorps. Mais vous voyez, il y a plusieurs sortes d'anticorps, il y a plusieurs sortes d'immunoglobulines. Moi, c'était G, et en plus, c'était une sous-classe. Et l'histoire ne me disait pas si j'allais pouvoir sortir de cette sous-classe-là, ça ne m'intéressait pas. Inversement, être travailler dans le monde des sciences et de la technique, alors ça, oui, ça me parle, j'avais envie. Et j'ai trouvé ma voie en découvrant qu'on peut faire de la science et qu'on peut faire de la technique sans rester enfermé dans un seul type de métier. Et d'ailleurs, c'est complètement l'inverse. Quand on fait des sciences, tous les métiers vous sont ouverts ou ouvertes. Et puis progressivement, voilà, je me suis dirigée vers tout ce qui tourne autour du développement du business. Donc j'ai fait des ventes, j'ai fait du marketing et actuellement, je fais des achats, voilà, dans un grand groupe industriel. D'accord. Et vous avez vécu des situations difficiles, justement, en tant que femme, pendant votre carrière ? Oui, souvent, c'est le lot de toutes les femmes cadres. Je dirais les scientifiques ne font pas exception. Oui, je pourrais partager quelques anecdotes. Je vous disais, après avoir fait 1 an de recherche, je me suis dirigée vers quelque chose de plus commercial. Donc, j'avais le titre d'ingénieur d'affaires, je crois. Mais en fait, j'étais à l'interface entre le bureau d'études et les commerciaux. Je travaillais dans une société qui fabrique des stérilisateurs et des autoclaves. Et on faisait des projets très spécifiques pour des clients particuliers. Par exemple, j'ai vendu le premier autoclave P3 qui permet de stériliser tout ce qui sort et tout ce qui rentre d'une zone stérile. Donc aujourd'hui, on parle des virus et du coronavirus, voilà, Covid-19. On entend tous parler du fameux laboratoire, vous savez, à Wuhan, où on domestique, où on teste des virus extrêmement virulents. Donc, il n'est pas question que quoi que ce soit sorte. On stérilise tout ce qui rentre, tout ce qui sort, et en particulier les déchets, les liquides. Donc, j'ai vendu un des premiers autoclaves de cette sorte en France, à Strasbourg, et je faisais l'interface avec le bureau d'études. Donc, mais j'allais également dans les hôpitaux. À une époque, ça a un petit peu changé, où les ingénieurs biomédicaux et les techniciens, on les mettait plutôt à la cave ou dans des zones, c'est des ateliers en même temps, donc des zones pas très... pas le côté plus glamour et le plus sympa de l'hôpital. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, quand j'allais en clientèle et que j'allais rencontrer un ingénieur biomédical, d'abord c'était toujours un homme, et je rentrais dans cet atelier et je vous promets, même si c'est difficile à croire, il fallait attendre 5 à 10 minutes pour que les sifflets s'arrêtent et qu'on puisse commencer à se parler. Les murs étaient couverts de calendriers Pirelli, donc c'était pas des calendriers petits chats, comme vous l'imaginez. Et c'est vrai que moi, je prenais vraiment le parti d'en rire et je m'en amusais. Et je me disais, du coup, ça me donne du pouvoir. Alors, comme je suis une femme et qu'ils n'en voient pas beaucoup, ça me donne une forme de pouvoir. Et c'est vrai que, du coup, les commerciales, eux, ont finalement un avantage concurrentiel, mais d'autres auraient pu se trouver intimidés. Autre anecdote, et je pourrais en lister beaucoup, donc on va peut-être s'arrêter à 2. Quand plus tard, j'ai pris l'expertise technique, puisque souvent, quand on est au marketing, donc quand j'étais chef de produit et chef de marché, donc c'est moi qui portais l'expertise technique et qui formais les commerciaux, et ça m'arrivait de les accompagner en clientèle sur des sujets très pointus. J'ai quelques souvenirs de situations où, dans le dialogue qui s'instaurait entre le chercheur qui avait besoin d'un produit qu'on pouvait potentiellement lui fournir, et moi, le niveau de technicité et d'expertise était tel que je voyais bien que mon collègue commercial, qui était un homme, ne comprenait pas ce que nous nous disions. Mais ça m'est arrivé de passer 1 heure d'entretien avec un client qui posait la question à Monsieur X. Mais alors, Monsieur X, voilà, et c'était Aline Aubertin qui répondait. Ah oui, merci. Mais alors, Monsieur X, et il reposait sa question. Et pendant 1 heure, cette personne ne s'est pas rendu compte que c'est moi qui répondais à toutes ces questions, et il continuait à s'adresser à mon collègue. Rétrospectivement, je me dis, c'est tellement grossier et tellement incroyable que je pense que psychologiquement, il n'était pas en capacité d'imaginer que de cet homme et de cette
cette femme qu'il avait en face de lui, l'expert était en fait une experte et qu'en fait, il ne l'intégrait pas. Donc, il restait dans ce même processus qui en devenait un peu ridicule. Voilà, je pourrais dire aussi que bon, après, quand on monte dans la hiérarchie, on apprend à connaître le plafond de verre. Et oui, il existe. Et ça m'est arrivé de devoir changer de société pour pouvoir évoluer. D'accord. Et c'est ça aussi qui vous a poussé à rejoindre l'association Femmes Ingénieurs, justement ? Au démarrage, non. En fait, finalement, je suis membre de cette association pratiquement depuis que je suis diplômée. C'est plutôt le besoin de networker, on dirait, pour employer un anglicisme, en fait, de rencontrer d'autres personnes avec lesquelles je pouvais échanger, qui me ressemblent, qui puissent me conseiller. Et c'est vrai qu'après mon diplôme, alors je suis ingénieur chimiste, je vous l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, il y a largement 50% des élèves dans les écoles de chimie qui sont des filles. À mon époque, c'était un petit 30%. Il y en avait moins. Et en plus, je suis issue d'une école où on formait à la fois des chimistes, mais aussi des électroniciens. Donc, les filles étaient quand même minoritaires. Et quand j'en suis sortie, que je me suis tournée vers mon association d'alumni pour échanger, pour apprendre, pour avoir des conseils, etc., je me suis bien rendu compte que dans toutes les réunions où j'allais, il y avait quand même une très, très, très grosse majorité d'hommes. Ça m'arrivait même parfois d'être la seule femme. Et du coup, je me disais, ce sont des gens qui me ressemblent peu et qui... Enfin, même si c'était peut-être pas forcément complètement conscient, mais j'avais l'impression que j'allais pas forcément pouvoir échanger comme je le souhaiterais. Et c'est un peu par hasard que j'ai appris l'existence de cette association et j'y ai trouvé des femmes qui étaient donc plus semblables à moi, qui avaient des parcours variés aussi, donc qui pouvaient me donner des conseils variés. Et c'est ainsi que finalement, je m'y suis tournée. Et puis après, moi, j'ai pris le goût de l'engagement, en fait. S'engager, c'est exister, c'est pouvoir faire changer les choses. Vous connaissez la métaphore du colibri, qui participe à essayer d'éteindre l'incendie avec son petit bec. Et qui dit, moi, je fais ma part avec les moyens qui sont les miens. Finalement, l'engagement, c'est ça, en fait. On peut faire beaucoup de choses en s'engageant. À un moment donné, j'étais engagée à Amnesty International et je faisais des courriers pour libérer des gens. Amnesty International arrive à faire libérer des gens rien qu'en envoyant des courriers. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que de faire une lettre ? C'est pas grand-chose. Donc j'ai pris le goût de l'engagement. J'ai aussi appris au fil du temps, puisque je suis rentrée simple adhérente, et puis assez vite, je suis devenue secrétaire générale, puis vice-présidente, et aujourd'hui présidente depuis 2013. Donner, c'est aussi beaucoup recevoir. Et finalement, on devient un petit peu addict à ça. Et puis enfin, j'en suis la présidente. Donc, c'est très motivant d'emmener un groupe humain. Voilà, c'est pas moi qui fais tout, bien entendu, mais je trouve que je donne, mais je reçois beaucoup. On fait une pause ? Avoir la tête dans les étoiles. Rêver de nuages, d'espace, d'étendues infinies, de découvertes. Avoir envie de faire partie de cette odyssée spatiale qui se construit au-dessus de nos têtes. De jeunes étudiantes et étudiants l'ont ce rêve et construisent en ce moment les bases de leur futur, peut-être de notre futur. On écoute à ce sujet Manon Bordeaux, étudiante à l'école d'ingénieurs Estaca, qui nous parle de son parcours. Comme quoi, l'espace n'a pas de genre. J'ai d'abord suivi une formation aéronautique parce que je souhaitais plutôt découvrir les principes qui se cachaient derrière les avions, parce que ça m'a toujours fascinée et toujours intriguée. Mais j'étais également passionnée d'astronomie et d'astrophysique, donc finalement j'ai plutôt préféré me spécialiser en aérospatial. Pour moi, le domaine spatial, c'est vraiment un domaine passionnant, il y a encore énormément de choses à découvrir et à innover. Au sein de l'école, ce que j'ai particulièrement aimé, c'était pouvoir m'impliquer dans l'association ESO, donc pour Estaca Space Odyssey. Donc c'est la seule association spatiale de l'école et dans notre association, on a plusieurs projets qui tournent autour du domaine spatial et on a notamment un projet phare qui est de concevoir une fusée sonde étudiante. Donc l'objectif étant de battre le record d'altitude d'une fusée sonde étudiante qui est de 35 km. Donc ce projet a commencé il y a 2 ans et on espère pouvoir lancer notre fusée d'ici 3 à 4 ans. Donc dans nos projets, on essaye également de prendre en compte les nouvelles problématiques actuelles, à savoir par exemple la gestion des débris spatiaux, la réutilisation des lanceurs ou bien la pollution des propulseurs utilisés. Donc pour cela, par exemple, on a développé un projet il y a 2 ans qui s'appelle ODDS et qui est donc un démonstrateur de détection de débris spatiaux. Et je souhaiterais plus tard pouvoir gérer un projet dans une entreprise, par exemple, qui conçoit un lanceur répondant à nos problématiques actuelles.
On revient en studio avec Aline Aubertin pour parler de l'association Femmes Ingénieurs, de son évolution depuis 1982 et des actions menées. Cette association, finalement, elle existe parce que nous avons la conviction que l'égalité réelle est source de richesse et on a énormément d'études. La plus connue, c'est l'étude McKinsey qui a été précurseur avec Women's Matter, mais on a beaucoup d'études qui montrent que plus une entreprise est mixte, plus elle crée de la valeur, c'est-à-dire plus le cours de l'action monte, plus la rentabilité est importante, plus on est créatif. Donc nous, on a cette conviction vraiment chevillée au corps. Et notre part à nous, pour créer une égalité plus importante, c'est de valoriser les ingénieurs pour inspirer la société de manière générale. Donc, pour répondre plus directement à nos actions, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, nous agissons pour promouvoir les métiers d'ingénieur auprès des filles. J'observe que souvent, elles vont s'entasser dans des filières où il y a assez peu de débouchés, alors que les ingénieurs connaissent le plein emploi. Nous accompagnons les ingénieurs dans la valorisation de leur parcours, puisque l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire que les ingénieurs sont peu visibles dans notre société et du coup, les filles ne se projettent pas dans ces métiers. J'ai coutume de dire que moi, dans la vie courante, je dis que je suis directrice des achats, je ne dis pas que je suis ingénieure, donc on ne peut pas le savoir. Et on aide les entreprises à améliorer la mixité en leur sein et dans les conseils d'administration. Et puis enfin, nous avons un rôle de think tank, donc proche des pouvoirs publics, pour les alimenter en réflexion et en propositions concrètes. Vous avez l'impression que les choses ont évolué ces 20, 30 dernières années pour en arriver là où on est aujourd'hui, mais comment vous voyez ce qui s'est passé de votre venue sur le marché de l'emploi en tant qu'ingénieur à votre position de présidente aujourd'hui de l'association ? Alors oui, les choses ont bougé. Au niveau des chiffres, c'est pas vraiment le grand soir. Il y avait 15% d'ingénieurs en 2009. Aujourd'hui, on est 23%. Donc, vous voyez que c'est léger. Même si on regarde sur les 10 dernières années, en 2011, il y en avait 18. Aujourd'hui, 23. On a pris 5 points. Donc, on peut être, positif et dire que ça augmente. Mais on peut aussi se dire que ça augmente vraiment à un rythme qui est trop bas. Et en plus, cette réalité chiffrée cache des filières dans lesquelles il y a beaucoup d'ingénieurs. J'ai cité tout à l'heure la chimie, mais c'est le cas aussi de la biologie et de l'agroalimentaire, un peu de l'environnement aussi, et d'autres filières où les femmes sont extrêmement minoritaires. On peut tomber à 10%, voire des fois moins dans certaines écoles. Et là, je pense notamment au secteur des sciences dures et au numérique. Donc, on pourrait dire, en termes de chiffres, ça peine à augmenter. Par contre, ce qui a vraiment fondamentalement changé, c'est que cette réalité, maintenant, on ne peut plus passer à côté et plus personne ne passe à côté. Et ça s'est passé en plusieurs vagues. Il y a eu la vague de la prise en considération des entreprises. Ça date justement d'il y a à peu près 10 ans. Il y a à peu près 10 ans, les entreprises ont commencé à se rendre compte qu'effectivement, elles seraient plus performantes si elles étaient plus mixtes. Et d'ailleurs, ça dépasse la parité et la mixité femmes-hommes. C'est valable aussi pour toutes les minorités visibles. Et elles ont commencé à se dire, si on veut être plus performant, et surtout si on veut ne pas passer à côté des talents, il y a quand même aussi une guerre des talents, il faut qu'on soit plus inclusif envers les femmes. Elles ont commencé à se mobiliser en commençant évidemment par les plus grosses. Ensuite, un certain nombre d'associations, d'organismes se saisissent du sujet. Et puis, depuis, je dirais, 2-3 ans, on arrive à la dernière vague, qui est que les associations d'alumni elles-mêmes, au-delà de créer ce qui se fait depuis quelques années, des groupes femmes en leur sein, se disent donc quand même il y a un vrai problème là qu'il faut qu'on adresse. Et surtout les écoles s'emparent du sujet. Et quand je regarde l'adhésion à Femmes Ingénieurs des personnes morales, il y a eu effectivement la vague des entreprises et elle se poursuit. Mais là, on est dans une vague d'écoles. C'est-à-dire que les écoles commencent à se dire oui, c'est un problème. On ne peut pas être sourd aux demandes des entreprises qui disent nous, on veut embaucher des ingénieurs ES et il faut qu'on soit plus actif. Donc voilà, sur les chiffres, c'est pas encore le grand soir, mais dans la prise de conscience de l'enjeu que ça représente pour notre société, je vois une très grosse évolution ces 10 dernières années.
Vous parlez des écoles post-bac ou des Je parle des écoles d'ingénieurs au sens large, qui se mettent à faire vraiment des actions. Si on regarde la CGE, la conférence des grandes écoles, elle a monté un groupe qui travaille sur ces problématiques-là, sur la mixité. Bon, il y a 10 ans, il n'y avait pas un groupe qui se préoccuper des enjeux de mixité ou parité à l'intérieur des écoles. Donc ça dénote bien une prise de conscience. C'est vrai que quand même, il n'y a pas... l'ensemble des derniers des gouvernements se sont emparés du sujet. On sait notamment que dans le numérique, où il y a extrêmement peu de femmes, ça devient un enjeu de société. En fait, le monde de demain, il est technique. Le monde de demain, il est numérique. Donc si les femmes n'y vont pas, elles vont finalement avoir une mauvaise employabilité. Elles vont s'exclure d'un monde dont elles vont pas comprendre les codes et qui fonctionnera avec d'autres codes que les leurs. Donc, en intelligence artificielle, maintenant, dans tous les journaux, on en parle et on parle des biais de genre, on parle de la problématique de l'exclusion des femmes. L'exemple le plus connu, c'est la reconnaissance faciale et les outils d'intelligence artificielle qui font de la reconnaissance faciale reconnaissent moins bien les femmes que les hommes et reconnaissent encore moins bien les femmes noires que les femmes blanches et que les hommes. Or, c'est des outils que tout le monde devra utiliser, donc on ne peut pas laisser le monde se développer comme ça, uniquement pensé par des hommes, et finalement, on ne peut pas leur en vouloir de penser comme des hommes. Donc, il faut qu'il y ait des femmes pour rééquilibrer cette manière d'appréhender le monde et de développer les produits. Cette expérience justement concrète que vous avez avec l'association, vous la partagez avec des instances de l'État, vous nous disiez, via votre think tank ? Oui, effectivement. Ça fait au moins 2 élections présidentielles finalement qu'on a formalisé ça, pas toute seule, avec d'autres associations qui agissent dans des domaines assez connexes aux nôtres, pour avoir en permanence un certain nombre de propositions concrètes à présenter et à proposer et à soutenir. Et on va d'ailleurs très prochainement travailler à améliorer nos propositions, ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'il y en a un certain nombre qui sont en train de passer dans les faits, donc ce qui est quand même un vrai bonheur. Vous avez peut-être entendu parler du projet de loi de Marie-Pierre de Rixin, qui va adresser la problématique des quotas de femmes dans les instances dirigeantes, qui va adresser la problématique de pourcentage de femmes aussi dans les instances dirigeantes des grandes écoles. Donc voilà, il y a un certain nombre de sujets qu'on poussait et qu'on portait qui sont en train finalement d'être adoptés, donc preuve que ça fonctionne. Donc en permanence, on se remet au goût du jour et on propose de nouvelles choses qui sont basées bien sûr sur le concret, sur la réalité de notre vie de tous les jours. Vous avez de nouvelles propositions à leur faire? Oui, on en a beaucoup. Je pense quand même que très en amont, il reste quelque chose à faire pour s'assurer que l'ensemble du monde de l'éducation, les professeurs, les enseignants, les conseillers d'orientation soient vraiment bien formés au biais de genre, et s'assurer que l'ensemble des jeunes soient bien sensibilisés, les jeunes, donc filles comme garçons d'ailleurs, puisque sensibiliser les garçons, c'est aussi leur ouvrir, enfin les éduquer, les ouvrir, à ce qu'il n'y a pas de raison d'exclure les femmes, donc c'est valable pour les deux. Leur montrer que vraiment ces métiers sont faits aussi bien pour les filles que les garçons, et là il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça a été ça, la sensibilisation aux différents métiers a été décentralisée aux régions récemment, là, par une loi récente, ce qui a un effet positif, et je pense que c'était la raison qui était derrière, ce qui est de se dire c'est important de montrer aux jeunes l'ensemble des métiers de leur région, puisque voilà, il y a un bassin d'emploi à servir et c'est pas la peine qu'ils aillent faire des études qui les mèneront à avoir Pôle emploi comme employeur. Inversement, ça pourrait réduire un peu le champ des possibles, puisqu'en fait, ça restera un peu à la région. Il y a un certain nombre notamment de régions un peu moins industrialisées, donc avec des jeunes qui seront pas sensibilisés à ces métiers. Donc pour tout ce qui est études supérieures, voilà, plutôt au-delà du master, c'est important de pouvoir décloisonner ça. Et il y a un effet pervers dans cette mise en œuvre qui est que il faut que les régions soient très vigilantes
du coup, à ouvrir ce champ des possibles et à proposer à des associations comme la nôtre de venir parler de notre métier au-delà du bassin d'emploi de la région. Donc, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là et on a des propositions. Et puis, bien sûr, on a des propositions sur l'accompagnement des femmes, des grandes cette fois-ci, des adultes. Donc, on a parlé des lieux de pouvoir. C'est en train de se mettre en place. Mais pourrait y avoir du coaching. Enfin, il y a énormément de choses à faire, favoriser les réseaux de femmes dans les entreprises, etc. Encore une pause ? C'est Mélanie Marcel, la fondatrice de Sous-Science, une entreprise sociale spécialisée dans la recherche et l'innovation responsable, qui nous partage son expérience. La mission de son entreprise ? C'est de repenser la place de la recherche scientifique et des technologies qui émergent de cette recherche, afin de répondre à des enjeux de société, environnementaux ou sociaux. Ingénieure de formation, elle nous explique comment elle a réinventé elle-même son métier pour changer la donne. Donc effectivement, je suis ingénieure, mais j'ai complètement réinventé mon métier parce que finalement, j'ai créé Sous-Science parce que j'arrivais pas à trouver un endroit ou un laboratoire ou une entreprise où vraiment les valeurs sociales et environnementales étaient tellement importantes que ça modifiait la manière dont on faisait de la recherche et la manière dont on faisait de l'ingénierie. Et en fait, des endroits comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de plus en plus parce que ça commence à devenir un vrai sujet. Mais à l'époque, moi, quand je me suis lancée dans Sous-Science, il y en avait vraiment très peu. Et donc, en fait, justement, par rapport à ces enjeux environnementaux et sociaux, moi je pense qu'il y a une question que les ingénieurs peuvent se poser et qui est de plus en plus centrale et d'ailleurs que beaucoup de jeunes ingénieurs ou d'étudiants en école d'ingénieurs commencent à se poser, c'est comment est-ce que le concret de mon métier et pas juste ce que je fais à côté, pas juste mes engagements associatifs par exemple, mais comment vraiment dans mon métier au quotidien des valeurs sociales et environnementales peuvent modifier mes choix techniques. Et en fait, ça, c'est quelque chose dont on parle très peu. Les ingénieurs sont très peu formés à ça, alors qu'il y a vraiment des implications technologiques à des réflexions sociétales. Et souvent, on veut faire un peu on veut couper les deux. On veut dire la science, la science, c'est la vérité, c'est unique. Il n'y a qu'une seule manière de faire de la science et ça donne une technologie précise. Et puis ensuite, on fait des choix de société. Mais c'est faux, c'est complètement faux de penser comme ça. Justement, l'imaginaire qu'on va avoir en tant qu'ingénieur, les valeurs, l'état d'esprit, ça va influencer les technologies qu'on va sortir sur le marché. Donc voilà, moi sur cette question c'est quoi le concret du métier d'ingénieur, déjà je pense que la première chose c'est qu'il faut pas hésiter à inventer son propre métier. Et d'autant plus si c'est pour répondre à des valeurs environnementales et sociales. Il y a toujours des manières différentes de faire les choses en fait. On revient en studio avec Aline Aubertin pour parler aussi du concret du métier d'ingénieur et des différentes voies pour se former, qui que l'on soit et d'où que l'on vienne. Et justement, vous disiez que c'est une filière de plein emploi, où les femmes sont pourtant quand même toujours payées de l'ordre de moins 25% du début à la fin de leur carrière, mais c'est quand même un salaire qui reste tout à fait honorable. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes filles pour les intéresser d'autant plus à ces métiers ? Alors d'abord, le taux de chômage, tout confondu, il est de 4%. Pour les femmes ingénieurs, ce qui est un poids de plus que l'ensemble de la population des ingénieurs. Donc, c'est quand même ça un problème, et je ne me l'explique pas, puisque les entreprises sont quand même très demandeuses, mais c'est moitié moins, c'est même moins que moitié moins de la moyenne du chômage des Français. Donc, ce que je dis aux filles, c'est... à 4%, on parle de plein emploi, parce qu'il y a toujours des gens qui rentrent, qui sortent. Donc, c'est quand même intéressant d'aller dans une filière où on est sûr de trouver du travail. Je leur dis aussi que oui, il y a des différences de salaire. Et d'ailleurs, la différence de salaire, elle arrive à 24% en fin de carrière. Donc, on rejoint les 25 que vous venez de me citer. Mais pas pour les mêmes métiers, parce que les femmes et les hommes ne font pas les mêmes carrières. C'est bien une des problématiques, d'ailleurs, qu'il faut adresser. Mais en début de carrière, c'est de l'ordre de 6%.
Alors, vous me direz 6%, et ça reste stable ces 3 dernières années. 6%, je trouve que c'est énorme, compte tenu du fait que les entreprises disent qu'elles veulent recruter de jeunes ingénieurs ES. Néanmoins, c'est beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on observe dans beaucoup de métiers. Et même en début de carrière, les moins de 30 ans, elles sont payées de l'ordre de 38 000 euros. Ça reste quand même un salaire confortable pour démarrer dans la vie. Et je leur dis que ces métiers sont extrêmement variés, qu'elles vont d'ailleurs très vraisemblablement changer plusieurs fois au cours de leur carrière. Donc, il n'y a pas de raison de s'ennuyer, bien au contraire. Et surtout, c'est des niveaux de rémunération qui restent suffisamment confortables pour se faire aider. Et j'imagine en fait qu'on soit un homme ou une femme, d'ailleurs, on a souvent du mal à comprendre c'est quoi être ingénieur, à quoi ça correspond comme métier en fait. Vous pourriez nous l'expliquer en quelques mots ? Oui. On a d'autant plus de mal à le comprendre que la France est un cas un peu spécifique. En fait, dans beaucoup de pays, les études d'ingénierie conduisent à faire vraiment de l'ingénierie, donc de la R&D ou éventuellement de la production, mais des métiers qui vont rester extrêmement techniques. Une des spécificités de la France, c'est qu'on forme dans des écoles d'ingénieurs des gens qui vont comprendre la technique, la technologie, la chose technique finalement, mais qui vont pouvoir après exercer des métiers extrêmement variés. Et dans des entreprises techniques et technologiques, il y a des ingénieurs quasiment à tous les postes. Alors il y a des fonctions où il y a pratiquement que des ingénieurs, des fonctions où il peut y avoir un mix des deux. Mais si je regarde la chaîne de la valeur d'une entreprise qui faisait de la production, depuis la R&D, évidemment, on va trouver beaucoup d'ingénieurs. Tout ce qui est méthode, tout ce qui est production, tout ce qui est contrôle qualité, on va y trouver des ingénieurs. Mais on va aussi y trouver potentiellement dans certains services juridiques, quand le contrat qui est signé avec le client est complexe et contient un contenu technique. Je sais pas, par exemple, le contrat de construction du viaduc de Millau ou le contrat de construction de l'usine nucléaire Viewpoint. Il y a tout un tas de données techniques qui sont à l'intérieur et donc il faut que des ingénieurs soient là pour bien comprendre. Il y en a dans les équipes commerciales. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon expérience en tant que commerciale ou en tant que marketeuse, donc marketing et commercial. Quand on vend des produits extrêmement techniques, il faut comprendre le client pour pouvoir l'adapter, pour adapter son produit. Donc voilà, on va y trouver beaucoup d'ingénieurs. On en trouve évidemment aux achats. Moi, mon équipe achète des produits pour faire la maintenance d'équipements biomédicaux. Donc, ce ne sont que des produits techniques. Et là, il y a un mix entre des gens qui ont fait des écoles de commerce et des gens qui ont un cursus d'ingénieur. Il y en a, bien sûr, en service après-vente. S'il existe du service après-vente, il peut y en avoir en logistique, si la logistique est compliquée. Donc, vous voyez, depuis la conception du produit jusqu'à sa commercialisation, il y a des ingénieurs partout. Et si je regarde l'entreprise dans laquelle moi je travaille, il y a même des ingénieurs dans les fonctions RH. Alors, pas que, évidemment, mais il y en a qui, ayant le goût des RH, se sont dirigés vers cette voie. Et c'est quand même intéressant quand on est dans une entreprise qui emploie, je crois, pour le cas de la mienne, c'est 80% de personnes qui ont un cursus technique. Avoir au département RH des gens qui soient issus de la même formation et qui donc comprennent la manière d'aborder les problèmes des gens de technique et des ingénieurs. Je suis toujours ingénieur, mais ça vaut pour les scientifiques, bien sûr. C'est quand même intéressant. Donc, si vous prenez une entreprise technique, pour faire simple, on trouve des gens qui ont une formation technique à tous les niveaux et dans toutes les fonctions de l'entreprise. Je vois qu'une seule exception, et encore, c'est la finance, mais à l'inverse, dans les banques, on trouve là aussi beaucoup d'ingénieurs, notamment les traders sont souvent des ingénieurs, et on va les chercher là pour leurs compétences d'abstraction et leur capacité à manipuler des chiffres. Donc là, on va prendre plutôt des généralistes. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de secteurs de la société où il n'y en a pas finalement. Mais on ne les voit pas et on ne le sait pas. Et on peut avoir l'impression que les études d'ingénieurs ne sont pas aussi ouvertes facilement à tout le monde, notamment pour des raisons de coût des études. Toutes les familles, tous les parents ne peuvent pas aussi permettre à leurs enfants simplement de suivre des études qui peuvent paraître longues. Quelles sont les solutions en fait pour ces jeunes filles et même ces jeunes hommes qui souhaiteraient se lancer dans ce type d'études sans forcément avoir des familles qui ont les moyens de les soutenir? Alors, en fait, on se fait beaucoup de fausses idées. Déjà, il y a une bonne moitié, mais une bonne moitié seulement, des élèves qui sont issus qui sont passés par les classes préparatoires. Donc, finalement, c'est peu.
Et là, je répondrais presque à la question de la sélection à l'entrée pourrait faire peur. Donc, pour en revenir à votre question, et en fait, mais j'y pense, je vous disais ce point-là parce qu'il y a plein de manières d'y arriver. Et en particulier, il existe maintenant des filières en apprentissage. Donc, en fait, on peut faire tout son cursus d'ingénieur en apprentissage. On peut aussi rentrer dans une école d'ingénieur en ayant commencé par un DUT, par exemple. Donc, pour certains élèves qui ne sont pas sécurisés sur leur capacité à faire des études sur le très long terme, moi, souvent, je leur dis, écoutez, commencez par un bac+2 et puis vous verrez bien. Donc, avec un bac+2, vous aurez déjà un diplôme qui est extrêmement demandé. D'ailleurs, nous, notre spécialité, la mienne, c'est de parler plutôt des bac+5, de parler des ingénieurs, mais il y a une tension énorme sur le marché de l'emploi en matière de technicienne. Les bac+2, les filles bac+2 dans le domaine de la technique sont encore plus rares et encore plus demandées. Donc, ça peut être une bonne solution. Donc, filière d'apprentissage. Donc là, c'est l'entreprise qui vous supporte et qui vous soutient, qui paye vos études. Et puis, vous avez un salaire de l'ordre du SMIC. Mais en fait, vous êtes payé pour faire vos études. Et donc, c'est alternance, apprentissage alternance, serait un mot plus exact. Et puis, ne pas oublier aussi que pour toutes les écoles publiques, donc celles-là, par contre, après les classes préparatoires, encore il y a aussi les polytechs qui sont plus ou moins des écoles à prépa intégrée, ça coûte quasiment rien, ça coûte les mêmes frais que les frais d'inscription universitaire. Donc, les études sont non payantes. Et en plus, on peut les faire en alternance. Donc, l'argent ne devrait pas être un frein. Et puis, bien sûr, on peut être boursier. Mais même si on n'est pas boursier, on peut faire ses études sans avoir à débourser d'argent en faisant de l'alternance. C'est une bonne nouvelle. C'est encourageant. Absolument. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces jeunes filles qui hésitent, qui y pensent, qui songent peut-être à ces études d'ingénieur ? Je leur ai envie de leur dire d'oser, de foncer, en fait. Puisqu'en fait, on est face à un paradoxe des filles qui ont toutes les qualités pour réussir. Quand on regarde les résultats des bacs dans les filières scientifiques, il y a quand même une proportion de filles importante. Elles réussissent. Elles ont plus souvent des mentions, donc elles ont toutes les qualités pour réussir. Et donc, à l'entrée potentielle des écoles d'ingénieurs, il y a le pipeline, il y a le vivier de filles, et puis à la sortie, elles disparaissent. Donc, pourquoi elles disparaissent ? Parce que on est dans une société baignée de stéréotypes et qu'elles se disent que ces métiers ne sont pas pour elles. Et moi, ce que je dis, c'est que par contre, à la sortie des écoles, il y a les entreprises qui attendent et qui disent « nous, on veut les filles ». Donc, c'est vraiment, je dirais, terrible d'aller s'entasser dans des filières où il n'y a pas d'emploi, alors qu'on a là des filières extrêmement variées où on sait qu'à la sortie, il y aura de l'emploi. Alors, je pense qu'une des choses qui les freine, c'est de ne pas être au clair sur les métiers qu'elles vont pouvoir exercer. On en a parlé au cours de cet entretien. Moi, ce que je leur dis aussi, c'est tous les métiers vous sont potentiellement ouverts. Et le critère, c'est de vous demander si vous aimez la technique et si vous aimez les sciences. Si vous aimez la technique et si vous aimez les sciences, vous avez le droit de faire une carrière comme la mienne, finalement, où on pourrait me dire, j'ai fait du commercial, du marketing, des achats. Donc, si je ne dis pas que j'ai toujours travaillé dans des sociétés extrêmement techniques, on pourrait penser que j'ai fait une école de commerce. Or, ce n'est pas le cas. Et je n'aurais pas pu faire cette carrière et travailler dans ces entreprises si je n'avais pas eu ce bagage technique à la base. Donc, je leur dis, si vous aimez la technique, c'est ce choix-là qu'il faut faire. Parce que si vous aimez la technique et que vous avez plutôt envie d'aller dans le domaine du business, pour faire court, vous allez pouvoir, à un moment donné dans votre carrière, vous reformer, vous respécialiser. Si je regarde la mienne, je me suis formée grosso modo 2 fois. Une première fois à l'Institut supérieur du marketing, quand j'ai commencé à faire du marketing. Et puis, j'ai fait aussi l'executive MBA de HEC. Donc, aujourd'hui, je suis dans l'annuaire des alumni d'HEC, exactement comme si j'avais fait HEC avec mon bac, comme si j'étais rentrée à HEC avec mon bac. L'inverse, c'est pas possible. C'est-à-dire que si vous avez fait une école de commerce et que vous vous dites, finalement, j'aime bien la technique et je voudrais revenir vers la technique, alors je n'ose pas dire qu'on peut pas devenir ingénieur en cours du soir parce que c'est pas vrai. On a une école qui s'appelle le CESI qui forme des ingénieurs en bac du soir, mais en cours du soir, mais je crois que ça prend 5-7 ans. Enfin, c'est extrêmement difficile et ils en forment quand même très peu. Tandis que l'inverse n'est pas vrai. En clair, c'est beaucoup plus facile de devenir de faire HEC en cours du soir pour faire court que de faire une école d'ingénieur en cours du soir. Donc, si vous aimez les sciences, tous les métiers vous seront ouverts et c'est ça qu'il faut faire, il faut foncer.
Merci Aline Aubertin pour d'avoir Et partagé voilà, votre parcours. c'est bientôt fini. On conclut cette entrée dans le monde de l'ingénierie avec la vision de Frédéric Bordage, le fondateur du collectif greenIT.fr, qui nous exhorte à la sobriété et à redevenir ingénieuse et ingénieux. On l'écoute. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'arrêter de penser l'innovation comme toujours plus de technologie et de penser l'innovation comme comment rendre, grâce aux technologies actuelles, l'humanité résiliente face à l'effondrement en cours, parce que c'est ça le sujet. Et donc, ça nous amène dans une logique Jugad ou d'innovation frugale, où on doit être un peu devenir des geeks MacGyver, d'une certaine façon. Les anciennes générations se reconnaîtront. Et donc, on doit, avec ce qu'on a sous la main, faire plus. Je rappelle quand même qu'il y a 60 ans, on a conquis la Lune avec un email. La mission Apollo, la NASA a conquis la Lune avec un ordinateur de bord de la capsule Apollo qui avait 70 kilooctets de capacité de stockage, c'est-à-dire la taille d'un mail. Et donc, pourquoi on a conquis la Lune de cette façon-là ? Parce qu'on a su assembler de la low-tech et de la high-tech, parce qu'il y avait des human calculators, des calculateurs humains, donc de brillantes mathématiciennes, pour celles et ceux qui ont vu le film Les Figures de l'ombre, qui calculaient de tête. Avant de partir, on ne résiste pas à vous partager ces quelques mots de Chloé associé en fait médecin, à cette astronaute low-tech d'une certaine façon, et ministre. de la super high-tech qui était l'ordinateur de bord de la capsule Apollo, qui avait une capacité de stockage d'un mail, quoi. Et donc, c'est notre ingéniosité qui nous définit en tant qu'être humain. Et on a perdu notre ingéniosité dans l'usage du numérique. En fait, je vais dire un mot familier un peu grossier, mais on est devenu un peu des bourrins du numérique, c'est-à-dire qu'on réfléchit plus, et à chaque fois qu'il y a un problème, on sort une application mobile ou un site web, alors qu'il y a probablement des façons plus judicieuses, plus ingénieuses de répondre à la problématique en mettant pas que du numérique pour résoudre le problème. Et donc il faut redevenir ingénieux dans notre conception du numérique, dans la façon de l'utiliser. Vous êtes toujours là ? Super. On espère bien que l'expérience auditive vous a plu, même convaincu. De quoi vous donner peut-être des envies de formation ou de reconversion pour vous, pour l'une de vos proches ou pour votre fille par exemple. Le combat contre les stéréotypes de genre continue. Nos outils, nos mots et nos voix. Nous les mettons au service d'autres rôles modèles à vous présenter bientôt sur Chute Radio. Restez à l'écoute.